Hello, Marina. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venue par ici, donc j'en profite pour vous souhaiter mes vœux les meilleurs. Vous savez, je ne suis pas trop dans ces délires-là, mais puisqu'il faut le faire, c'est fait, passons à autre chose. Donc je reviens pour vous parler de certains livres que j'ai lus l'année dernière, que je n'ai pas pris le temps, simplement, de partager avec vous. Et je commence avec Eduardo Motlane, sa biographie. Je l'ai lu l'année dernière et j'ai, au début, été un petit peu déçue parce que je m'attendais à ce qu'il se raconte. Parce que pour une raison X ou Y, c'est bien marqué biographie sur le livre. Moi, je lisais autobiographie, donc je m'attendais à ce que ce soit lui qui se raconte. Mais non, ce sont les autres qui racontent, sauf vers les 4 derniers chapitres du livre, où finalement c'est lui qui parle. Mais ça arrive un peu, à mon sens, trop tard, parce que j'ai eu cette impression de répétition, parce que ce qu'il vient raconter finalement, les autres l'ont déjà fait à sa place. Voilà. Qui était donc Eduardo Motlane? Eduardo Motlane, c'était le père fondateur du Frelimo, qui était le Front de la Libération donc, du Mozambique. Et donc, ce n'est pas lui tout seul qui a créé le Frelimo. Le Frelimo, c'est la convergence de plusieurs partis politiques qui se sont formés à différents endroits, dans différents pays. Lui-même, par exemple, vivait en Tanzanie pour combattre. En fait, tous ces partis voulaient combattre le Portugal fasciste de Salazar pour obtenir leur libération. Et ils se sont mis d'accord en se disant, si on se met tous ensemble, le front sera plus solide, plus fort, et on parviendra justement à faire entendre raison à ces gens-là pour qu'ils nous laissent tranquilles, pour qu'ils nous libèrent, sans passer par la violence au départ. Ils y croyaient. Mais ça n'a pas fonctionné, vous vous en doutez. Donc, ils ont commencé avec la prise d'armes pour tenter de conquérir leur libération. Le livre va beaucoup s'attarder aussi sur la vie, l'enfance de Eduardo Motlane et les raisons qui l'emmènent finalement à devenir l'homme politique qu'il était. Eduardo est né dans une famille assez modeste, mais son père était un chef, était l'un des innombrables chefs qu'il pouvait y avoir dans les différentes tribus, dans les différents coins du Mozambique. Et ce que les colonialistes faisaient de mieux, c'est que quand ils ont enfin autorisé l'éducation pour les nègres, pour les autochtones, pour les sauvages, comme on les appelle parfois là-dedans, ils se sont dit qu'ils n'allaient pas apporter l'éducation à tout le monde. Parce que si tout le monde acquiert le savoir, les protestations seront aussi multiples et ils pourront en plus tenir tête aux colonisateurs en utilisant tout ce qu'ils auront appris d'eux. Donc ce qu'ils ont fait, c'est choisir les enfants des responsables, des chefs de tribu, pour leur offrir l'éducation afin que ce soit eux qui perpétuent justement ce côté dominant, ces rapports de dominant à dominé. C'est-à-dire que les nouveaux chefs, les nouveaux dominants, ce seraient les enfants des chefs. Okay? Parce qu'ils auront acquis le savoir du blanc et qui pourront assujettir à souhait le peuple et en complicité justement avec l'ancien colonisateur. Avec Eduardo Motlane, justement, il tape à côté. Déjà, lui, pour obtenir son éducation, ça va être un peu compliqué. Il faut savoir qu'il y avait toujours comme ça des tricks que faisaient les colonisateurs pour empêcher les colonisés d'aller très loin dans leur éducation. Donc, au moment où lui voudra poursuivre son éducation un peu plus loin, on va lui dire « tu ne peux pas parce que tu es trop âgé ». Mais comme il était têtu, il quitte le Mozambique et se rend en Afrique du Sud, à l'université de White Stand, je pense que ça s'appelait comme ça, au moment où c'était déjà l'apartheid, il y avait toujours cette ségrégation raciale en Afrique du Sud, mais il y avait cette université qui était réservée aux gens de couleur. Ça lui a permis d'y aller, d'acquérir encore plus de connaissances, de savoir. Et lorsqu'il sort de là, il se dit « je ne m'arrêterai pas là, je vais aller plus loin ». Il a de la chance parce qu'il y a les Américains qui lui accordent une bourse qui lui permet à lui aussi de se rendre finalement à Lisboa, au Portugal, à Lisbonne, pour poursuivre ses études. Et les colonisateurs se disent bah, « ça tombe bien puisque c'est quelqu'un qui a une tête quand même bien remplie, qui est doué d'une certaine forme d'intelligence que eux ne pensaient pas trouver chez un sauvage. Ils vont pouvoir se servir de lui justement pour le mettre parmi les élites, parmi les évolués. » Or, Eduardo Motlane ne l'entend pas comme ça. Lui, il veut justement se servir de ce savoir pour sortir ses autres frères de la torpeur, de l'ignorance, de ce rôle qu'on leur a collé à la peau, qui consiste à être toujours à rester toujours tête baissée devant l'homme blanc, devant le Bwana,
alors qu'ils se disent tous citoyens portugais. Pourquoi il y aurait des grands citoyens portugais et des petits citoyens portugais? Ça, il ne veut pas, il n'entend pas comme ça. Et au lieu, justement, on attendait de lui, hein, qu'après tout ce savoir, il puisse simplement, comment dire, être enseignant. C'était les rôles qu'on donnait aux évolués finalement. Il va renoncer à ça, il va commencer à vouloir émanciper son peuple, éduquer le peuple, et de là, tout un tas de choses vont basculer parce qu'il va devenir justement l'homme à abattre par la milice fasciste de Salazar. Cette biographie va consister à nous raconter l'homme, les combats qu'il a menés, ce qui l'a motivé, comment il est arrivé, où est-ce qu'il a échoué, etc., etc. Parce qu'il n'allait pas que de victoire en victoire. Il y avait certaines choses qu'il faisait qui ne convenaient pas vraiment au peuple. Il faut dire qu'à un moment donné, quand on lit l'évolution du Frélimo, au début, tout le peuple se rassemble, ils connaissent mieux le terrain. C'était un homme assez audacieux, il les portait bien, il les avait solides en tout cas. Et il annonçait même aux Portugais, hein, au maître, entre guillemets, ce qu'il allait faire, quand est-ce qu'il allait le faire, où est-ce que les gens allaient se retrouver. Et donc les gens, finalement, ne le croyaient pas. On disait, il ne peut pas être assez couillu pour venir nous dire que, je ne sais pas, le 1er janvier 1901, il va se rassembler au Mozambique à tel endroit pour dire aux gens ceci, cela. On n'y croyait pas. Mais finalement, ce qu'il disait, il le faisait. Et donc, il a commencé à être craint. Et il a aussi, dans cette crainte, justement, il y a eu ce désir de l'éliminer. Au début, il va être contre le tribalisme, ce qui était l'arme que les colonisateurs utilisaient justement pour mieux diviser les peuples mozambiquais, parce qu'il y avait beaucoup d'ethnies, comme dans beaucoup de pays d'Afrique, je ne vous apprends rien. Et ils étaient en train toujours d'essayer de monter les uns contre les autres, les gens du nord contre les gens du sud, de l'ouest contre l'est, etc., etc. Et quand il crée le Frélimo, finalement, il rassemble tout le monde. Il réussit à rassembler tout le monde et il leur dit au sein du Frélimo, il n'y a pas de tribalisme. On est tous frères, on est tous mozambiquais, peu importe la langue maternelle qu'on utilise, on va tous communiquer au final en portugais, parce qu'il y avait aussi des gens qui vivaient dans des villages reclus où on ne parlait pas du tout portugais. Mais il va leur apprendre, il va leur demander d'apprendre et il va leur demander surtout de communiquer. Et pour y parvenir aussi, il va à certains moments éviter par exemple que 2 personnes ou 5 personnes de la même ethnie soient ensemble. Il faut que les uns apprennent à compter sur les autres, quelle que soit l'ethnie dont vous venez. Ce programme-là, il est détaillé là-dedans et il fonctionne du tonnerre. Il va arriver avec un autre programme, celui qui va être de dire à ses compatriotes, ce combat que nous sommes en train de mener, ce n'est pas un combat contre les Blancs, c'est un combat contre le colonialisme. Donc quand vous voyez les Blancs et que vous avez des armes, ne tuez pas tous les Blancs. Tous ne sont pas mauvais. Demandez-leur. Vous entendez bien. Demandez-leur, n'allez pas comme ça à la sauvage, il ne faut pas que ça devienne un combat raciste. Et là, donc, les gens qui vont au front commencent à se dire, Némé, Eduardo, oseau fumer. Quand un blanc vient vers moi et qu'il est armé, et que je suis armé, c'est lui ou moi. Je ne vais pas chercher à savoir s'il est contre la politique de Salazar. Je ne vais pas chercher à savoir s'il me veut du bien parce qu'il est armé, il est blanc. Et c'est lui ce sont ses semblables qui, pendant des années, m'ont quand même traîné dans la servitude. Ok, je suis une bête de somme pour eux, donc je ne vais pas perdre mon temps à dialoguer avec eux. Si l'homme est en armes, enfin, s'il est armé, il vient vers moi, je le descends. Or, là où le bas va commencer à blesser un tout petit peu, c'est que Eduardo Motlane est marié à une femme blanche américaine, et que l'équivalent de son premier ministre, Marcelino, lui aussi est marié à une femme blanche, et les deux soutiennent cette politique. Et donc déjà, dans le corps armé, on commence à se dire, non mais, baza amelimbangi. Parce que franchement, de nous demander ça, donc il commence à y avoir un petit peu une remontée comme ça. On a conscience que tous les blancs ne sont pas mauvais. Mais tous les blancs qui ont des armes et qui viennent vers nous sont des hommes à abattre. C'est eux ou nous. Quand j'arrive à ce niveau-là, je commence à me demander, mais leader, il y a des gens, des fois, ils ont de très bonnes idées, c'est bien fondé, etc. Mais les gens qui leur portent conseil là le soir au pieu, est-ce qu'ils prennent vraiment l'étendue de toute la situation dans le pays? C'est aussi ça, des fois, le risque. L'autre partie qui m'a beaucoup plu, c'est quand même quand on va interroger Janet, justement, son épouse, et qu'elle va parler le rôle de la femme mozambicaine dans la société. C'est une partie que j'ai trouvée très, très intéressante et que je vous laisse découvrir.
parce qu'elle parle, cette interview-là, elle la réalise une fois que son mari est décédé, mais elle parle en utilisant les mots de son mari, les idées de son mari, donc c'est un petit peu lui qui s'exprime à travers elle. Ça arrive un peu trop tard, parce que lui, il commençait déjà à en parler dans son programme, mais ok, c'était pas vraiment appliqué parce que on n'en était pas encore là. L'objectif, c'était d'abord vraiment de libérer le pays. Mais il va être assassiné, lui, en 1969, si je ne m'abuse. Donc, il ne verra pas l'accomplissement de tout ça. Ok? Il est assassiné justement parce qu'il est estimé dangereux, trop instruit, trop intelligent et un très bon stratège, juste à la Amilcar Cabral, quoi. Ce sont des gens qui ont étudié, mais qui n'appliquent pas bêtement ce qu'ils ont lu dans les livres et les adaptent vraiment à la géographie de leur pays, à l'économie de leur pays, à la mentalité même des habitants de leur pays. Donc, ça devient plus dangereux parce que les armes, le savoir qu'ils ont acquis devient vraiment puissant. Il est vraiment bien appliqué. Voilà. Donc ça devient dangereux pour le colonisateur. Donc, on l'élimine. Okay. Entre-temps, il a quand même eu le temps de présenter un dauphin, quelqu'un qu'il estimait beaucoup, et c'est Samora Machel. Donc plus tard, je vous parlerai de Samora Machel parce que je suis toujours en train de lire son livre, mais je n'ai pas encore fini. Voilà. Donc j'espère que je ne vous en ai pas trop dit, mais que je vous ai quand même donné envie, vous-même, de lire la biographie d'Eduardo Motlane. Ce que moi, je vous souligne là, c'est quoi? Les 10 premières, 20 premières pages du livre. Il y a beaucoup d'autres choses à apprendre, mais je ne vais pas m'attarder dessus parce que l'objectif, ce n'est pas de spoiler, mais juste de vous donner envie d'aller lire vous-même, de voir tout ce qui s'est fait, d'où est parti quand même le combat jusqu'on est arrivé avant l'indépendance du Mozambique. Voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Bye bye.